Cameroun perd ainsi un homme de conviction, un grand commis de l'État, membre influent du comité central et du bureau politique du RDPC, qui s'en va après 29 ans de règne au palais de Fumban. Diverses personnalités disent leur peine dans cet élément de Rodrigue Bertrand Tueno. Le ministre d'État Bello Bouba Maïgari, passé la surprise de la disparition du sultan, ne tarit pas d'éloges à son égard. Ce que je retiens, moi, c'est d'abord l'ouverture en tout temps. Et quand on allait chez lui, il était très ouvert. Moi, même avant d'entrer dans le gouvernement, quand je faisais mes tournées politiques, il m'a reçu plusieurs fois dans son palais. Et je l'ai toujours trouvé ouvert. Ses contributions dans toutes les grandes rencontres nationales étaient très écoutées. Et je crois que notre pays perd là un grand serviteur. Dans le microcosme des chefs traditionnels, son encadrement va manquer. C'est une grande figure de l'histoire du Cameroun qui disparaît. C'est l'association des chefs traditionnels du Cameroun qui est endeuillée. Parce que c'est quelqu'un qui donnait des conseils. C'était un homme épris de paix et de justice. Un homme qui respectait ce qu'il disait et qui respectait tout le monde. L'on peut subodorer que ses obsèques seront très courues. C'est un petit coin de paradis que le 12h vous amène découvrir. Mboula, dans la région du sud Cameroun, vous offre en cadeau ses trésors naturels. Une escapade au lendemain de la journée mondiale du tourisme. Le guide ce midi se nomme Eric Asako. Sur les hauteurs des montagnes du village Mboula, au milieu de la forêt équatoriale, se trouve une véritable niche touristique. La coque Bombamba et une pléthore de grottes dont les touristes ne boudent pas le plaisir. Lorsqu'il y avait les guerres, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, les gens fuyaient la guerre et venaient se réfugier ici. À l'ère de la décentralisation, je voudrais dire que le Sud dévoile sa beauté touristique. Mais pour y parvenir, à rude épreuve, il faut serpenter la forêt, braver collines et obstacles de toutes sortes. Sur le chemin, des découvertes qui fascinent tout de même. À mi-parcours là, on se retrouve sur cette gigantesque grotte. Et là, nous voyons l'eau de source naturelle. Les éléphants campaient vers le haut et ils envoyaient leurs oreilles vers la ville. Ils envoyaient leurs oreilles vers les villages limitrophes à Ngoulé-Saman, de peur que les chasseurs ne les tuent. Et c'est pour cela qu'on a surnommé ce côté, ce gros que Nkola Lop. Les partenaires au développement local, associés à cette partie des Ducs Tours, sont séduits par le potentiel touristique. Nous sommes prêts à accueillir tous les touristes qui viendront du Gabon, de la Guinée équatoriale. À quelques mois de la CAN Total 2022, tout est d'ores et déjà mis en œuvre pour rendre plus attractifs tous les sites touristiques que recèle la région du Sud. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a échangé avec le nouvel ambassadeur de l'Union européenne à la tête d'une délégation. La visite d'ici peu du Premier ministre au Royaume de Belgique était au centre de cet échange. Une fois de plus, Joachim Miafuna Mbongo. L'axe Brazza-Bruxelles se porte bien. En témoigne la séance de travail entre le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso et la délégation de l'Union européenne, composée du nouvel ambassadeur Giacomo Durazo, du chargé d'affaires en pied du Royaume de Belgique Jean-Paul Charlier et de l'ambassadeur du Congo en Belgique Léon Raphaël Mokoko. Ils se sont retrouvés ce matin à l'hôtel de la Primature pour faire un état des lieux des préparatifs de la prochaine visite de travail du chef du gouvernement à Bruxelles. Ils étaient là pour régler les derniers détails d'une mission qui sera à la fois diplomatique et économique. Cette visite bilatérale aura des objectifs politiques parce qu'en tout cas du côté belge, il y a beaucoup d'intérêt pour la diplomatie congolaise, la diplomatie régionale en matière de paix et de sécurité, mais aussi, et tout simplement du point de vue politique aussi pour resserrer les relations bilatérales. Mais aussi, il y aura un volet économique
qui pour nous est fort important. Il faut savoir qu'en 2019, il y avait une mission économique belge qui était venue ici, qui avait été d'ailleurs magnifiquement reçue par son Excellence le Président de la République. C'est un peu une continuité par rapport à cette visite. Nous avons en tout cas marqué de notre côté notre souhait, notre espoir que la visite du Premier ministre soit accompagnée d'autres ministres, qu'il y ait des rencontres avec des entreprises, que des entreprises accompagnent cette mission. On veut faire absolument une réussite sur le plan économique, on veut attirer des porteurs de projets, mettre en face d'eux des entreprises qui ont des intérêts concordants et réussir vraiment à avancer concrètement en matière économique. Il y a une volonté manifeste du gouvernement de faire de la diplomatie économique, celle des entreprises notamment, car le savoir-faire des entreprises belges est nécessaire pour le développement et l'émergence des entreprises congolaises, la diversification de l'économie, la création de la richesse nationale et des emplois. Hier, nos reporters ont fait le tour des centres de traitement ambulatoire et l'hôpital de campagne d'Angondje pour constater de la flambée des cas positifs à la Covid-19. Les chiffres sont inquiétants pour cette troisième vague. Le coordonnateur du COPIL s'assure donc de la meilleure prise en charge des malades. Betty Andjembe, Gérard Magnagna pour les détails. Il y a 2 mois environ, l'affluence ici à l'hôpital de campagne n'était pas la même. Depuis l'annonce de la nouvelle vague de la Covid-19, les agents de santé dans les centres de traitement en ambulatoire redoublent d'efforts du fait de l'augmentation des patients et celle des cas positifs. Les médecins que nous avons rencontrés sont parfaitement au courant du protocole à mettre en place. Donc les choses se passent très bien, mais il est important effectivement que la sonnette d'alarme soit tirée. Imaginez qu'on a des cas de plus en plus compliqués qui viennent dans les CTA. Il faut qu'il y ait une organisation qui permette à ce que ces cas soient transférés rapidement dans les structures sanitaires. Avec une capacité litière de 1000, l'hôpital de campagne d'Angondje reçoit en moyenne par semaine 500 personnes en consultation. Pour l'heure, 45 hospitalisations sont enregistrées. Quant au CTA de Gaouma, le nombre des cas confondus s'échiffre à 600 depuis début septembre. Nous vivons cette troisième vague. Il y a 1-2 mois, nous recevions en moyenne dans les centres de traitement ambulatoire une centaine de patients. Mais en 2-3 semaines là, depuis seulement pour vous parler de septembre, nous sommes déjà à 1500 cas mis sous traitement. Donc vous voyez vraiment l'importance du travail fait sur le terrain. Cette descente de terrain a permis au coordonnateur général du COPIL de constater le protocole sanitaire mis en place pour une meilleure prise en charge des patients. Après l'hôpital de campagne et le CTA de Gaouma, la délégation du COPIL se rendra dans les autres CTA. Et au moment où nos reporters Betty Andjembe et Gérard Magnagna sillonnaient les centres ambulatoires pour constater de la flambée des nouveaux cas de Covid-19, ils sont tombés sur un compatriote Covid positif et en détresse respiratoire. Il a bien voulu livrer son témoignage. On regarde. John Evanel, 2 brancardiers de l'hôpital de campagne, il s'apprête pour le transfert d'un cas Covid en détresse. Donc là, nous sommes en train de nous préparer à l'intervention. Donc on doit partir prendre un patient qu'on doit acheminer en hospitalisation. Donc nous sommes en train de porter notre EPI, équipement de protection individuelle. Son dossier est remis au service d'hospitalisation pour imprégnation avant le transfert de ce cinquantenaire. Ce patient nécessite une hospitalisation à l'hôpital de campagne devant les symptômes qu'il a, les symptômes de gravité au niveau pulmonaire. Donc il sera important qu'il soit rapidement pris en charge. Donc je vous confie le dossier. Merci docteur. Bon, ben, je le transfère de suite tout à l'heure. Conscient de la réalité de la Covid-19,
Ce malade donne son témoignage tout en interpellant ses concitoyens quant à la gravité de la maladie. Donc le test a été fait, le test rapide, là immédiatement, ça s'est révélé positif. Vous voyez dans quel état je suis très fatigué, très fatigué. Vraiment, pour ceux qui doutent encore, la Covid-19 existe bel et bien. Je suis un exemple patent. Insuffisance respiratoire, direction les urgences. Ce patient qui s'opposait farouchement à la vaccination réalise à présent que cette attitude n'a fait qu'empirer son état de santé qui, fort heureusement, est entre les mains des spécialistes. Des parlementaires évaluent l'application de la loi portant code du numérique au Bénin. Ils sont venus du Bénin et d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. La rencontre se tient à Cotonou et est organisée par l'Agence parlementaire francophone en collaboration avec l'Assemblée nationale. Fimé Bassao. Transformer le Bénin en une plateforme des services numériques en Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale reste un défi majeur pour le gouvernement de Patrice Talon depuis 2016. Cela se traduit par le déploiement de 2000 km de fibres optiques en vue de généraliser l'Internet à haut débit sur l'ensemble du territoire, la mise en place des infrastructures et instances nécessaires pour la transition vers la télévision numérique terrestre TNT, l'administration intelligente, à travers la dématérialisation des services publics, la liste est longue. Malgré ces progrès, le défi de la vulgarisation des 647 articles que compte le Code du numérique demeure d'actualité. Je voudrais vous rappeler, nous sommes dans la semaine d'un scandale au Bénin sur simple enregistrement d'un fait de violence sur femmes qui nous a tous remués. Et tout le monde entier aura vu cette scène. Nos vies privées ne sont plus protégées. Donc tout cela fait que la question du numérique devient pour nous une question, je peux dire, plus importante que les préoccupations sur l'environnement même. C'est pour moi l'occasion de saluer encore une fois le rôle déterminant qu'a joué notre Parlement à travers l'initiative et l'adoption de cette loi qui favorise la mise en place d'un environnement propice à l'émergence de notre économie numérique. Fruit de la coopération entre l'Assemblée nationale du Bénin et l'Assemblée parlementaire francophone, le présent atelier devrait permettre de recueillir de précieuses contributions. Le président du Conseil supérieur de la communication, Dr Kabir Sani, a présidé hier matin l'ouverture de la session ordinaire de l'institution. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour, une session qui a vu la participation d'une délégation du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso. Compte rendu Aminatou Garba-Giwa et Bachir Rabo. Cette session ordinaire du Conseil supérieur de la communication, qui a vu la participation d'une délégation du Burkina Faso, a pour objectif d'examiner et adopter les travaux des commissions d'instruction. Le projet d'ordre du jour se décline comme suit. 1. Examen et adoption du procès verbal de la session du mois d'août 2021. 2. Information sur le CSC. 3. Examen et adoption du rapport du groupe de travail chargé de déterminer les conditions d'éligibilité aux formations des journalistes professionnels et assimilés au titre des années 2019 et 2020.
4. Examen et adoption des travaux des commissions d'instruction. Et 5. Questions diverses. Au cours de ces travaux, le Conseil supérieur de la communication va déterminer à travers un plan de formation les besoins des journalistes professionnels en rapport avec les responsables des entreprises de presse. Le Conseil supérieur de la communication gère le fonds d'aide à la presse et veille à sa bonne utilisation. Ce fonds est destiné à la formation des journalistes professionnels et à l'acquisition des équipements pour les entreprises de presse. Les conditions d'éligibilité aux formations seront déterminées par un groupe de travail mis en place à cet effet. Nous allons donc au cours de la présente session examiner et adopter le rapport du groupe de travail à qui nous avions confié la charge de déterminer les conditions d'éligibilité aux formations des journalistes professionnels et assimilés au titre des années 2019 et 2020. Le Conseil supérieur de la communication est une autorité administrative indépendante dont sa mission est d'assurer, garantir la liberté et l'indépendance des moyens de communication audiovisuelle, de la presse écrite et électronique dans le respect de la loi. Suite de ce journal avec la réunion du comité de pilotage des programmes d'appui budgétaire de l'Union européenne au Niger au titre de l'année 2021. C'est le ministre des Finances Ahmad Jidoud, ordonnateur national du Fonds européen de développement, qui a présidé la rencontre. Elle vise à faire le point de la mise en œuvre des appuis budgétaires afin d'apporter des solutions innovantes pour une meilleure réussite de la coopération entre le Niger et l'Union européenne. Aïcha Toubawa et Imran Maïga pour le compte rendu. Dans son intervention, le ministre des Finances a rappelé que les conventions d'appui budgétaire représentent plus de 713 millions d'euros, des enveloppes dans différents programmes indicatifs du Niger ces dernières années. Il a poursuivi en disant que le cumul des décaissements est estimé à 607 millions d'euros, soit près de 400 milliards de francs CFA. En effet, cette performance traduit la forte implication des services techniques de suivi des appuis budgétaires et ceux de la délégation de l'Union européenne qui n'ont ménagé aucun effort pour accompagner le gouvernement dans l'atteinte des objectifs de ce programme. Cette présente réunion du comité de pilotage d'appui budgétaire de l'Union européenne revêt un double objectif. Aujourd'hui, nous allons regarder d'un point de vue spécifique en ce qui concerne l'appui budgétaire en cours, en regardant d'abord les engagements que nous avons pris, là où nous en sommes sur chacune des actions, et chacun des acteurs ici concernés donnera son point de vue. Et par conséquent, nous tirerons les leçons de la mise en œuvre de ces réformes-là, consolider les acquis, apporter les mesures correctives nécessaires. L'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne, quant à elle, a salué l'engagement des autorités nigériennes dans le cadre du partenariat avec son institution en général et surtout en ce qui concerne le programme de coopération, notamment dans la mise en œuvre de l'outil précieux que l'appui budgétaire. Nous discutons aujourd'hui, en effet, la dernière année de mise en œuvre des composantes appui budgétaire de notre programme de coopération. Ça a été un grand programme. Comme vous vous rappelez, nous l'avons aussi ajusté l'année passée afin de pouvoir répondre aux exigences imposées par la réponse Covid. Bref, nous avons pratiquement réorienté 104 millions en 2020, 70 millions en 2019. Notons que l'agenda de cette rencontre s'est articulé autour du dialogue de politique sur les thématiques relatives, entre autres, à la justice et à la sécurité intérieure, à la migration, à la mobilisation des ressources internes et aux réformes budgétaires et comptables. Tenue du congrès ordinaire du syndicat de la protection civile. À l'ordre du jour de ce congrès, la mise en place des membres d'un nouveau bureau et les échanges sur les doléances du personnel travailleur de la protection civile. Adama Koulibaly pour le compte-rendu. Ce congrès est le premier organisé par le syndicat de la protection civile. Il a pour thème « Syndicat, acteur majeur d'apaisement du climat social dans le service ». La rencontre effectivement se passe dans un climat d'entente entre sortants de l'ancien bureau et nouveaux rentrants, avec l'union de cœur au bonheur des hommes et femmes du feu et des calamités, toujours au secours pour sauver les vies
dans l'ignorance de la provenance religieuse ou des partis politiques. Au cours de cette rencontre, nous allons échanger avec les délégués de tous les comités régionaux, c'est-à-dire les coordinations régionales, les comités de base, pour tomber d'accord sur certains points, qui est de mettre en place un nouveau bureau. Et ce nouveau bureau qui aura en charge une mission qui est d'être là pour tous les fonctionnaires de la protection civile, pour que les choses puissent aller. La clôture des échanges sera sanctionnée avec la mise en place d'un nouveau bureau. En attendant, l'administration prodigue des conseils. Je demanderai à l'ensemble des syndicalistes ici présents d'être vraiment des syndicalistes. Être syndicaliste ne veut pas dire une rivalité. Être syndicaliste ne veut pas dire une opposition farouche. Être syndicaliste, c'est emprunter directement des démarches qui pourront aboutir à des revendications légitimes. Soyez des syndicalistes pour le bien de l'ensemble de la protection civile. C'est en cela que chacun de vous trouvera son compte. Occasion de remercier les organisations et sociétés et services partenaires de la protection civile. La Côte d'Ivoire, pays hôte de la 41e journée mondiale du tourisme. Les festivités se sont ouvertes hier dans la commune de Cocody, dans le district d'Abidjan, en présence du Premier ministre Patrick Achi. À noter 128 pays avec en présentiel 1500 participants et 3500 en distanciel. Les précisions de Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire est belle. Ce lundi, elle accueille le monde du tourisme sous ses plus belles coutures. Pour cette 41e journée mondiale du tourisme, le pays met les petits plats dans les grands. « 128 pays, 1500 participants en présentiel, 3500 en virtuel, Abidjan, capitale du tourisme mondial. » Que cette cérémonie se tienne en présence du secrétaire général de l'OMT est un véritable motif de fierté pour notre pays dont les atouts touristiques ne sont plus à présenter. À l'heure de la Covid-19, le secteur fortement impacté se réinvente pour donner de l'espoir avec sa stratégie Sublime Côte d'Ivoire. L'histoire retiendra que c'est à partir d'Abidjan qu'à l'occasion de cette grave crise sanitaire, le tourisme s'est repositionné comme une véritable industrie mondiale de premier plan avec un changement de paradigme axé sur une plus forte digitalisation mettant en exergue un tourisme durable à visage humain. La Covid-19, c'est aussi pour le secteur 4 000 milliards de dollars de pertes et son lot de chômage. Le ministre ivoirien du Tourisme invite les acteurs du secteur à la solidarité. Des mots soutenus par le secrétaire général de l'OMT. Autour du thème « Le tourisme pour une croissance inclusive », la rencontre célèbre pour le chef du gouvernement, le voyage. Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en ont lu qu'une seule page. L'industrie du tourisme, des arts et des loisirs occupe une place prépondérante dans notre plan de croissance nationale et est l'un des 10 secteurs clés devant contribuer à la transformation structurelle de notre économie, notamment au travers de la stratégie sectorielle Sublime Côte d'Ivoire. Elle ambitionne de positionner la Côte d'Ivoire comme la 5e destination touristique africaine et d'atteindre les 5 millions de visiteurs à l'horizon 2025, permettant de créer 750 000 emplois. À l'heure des défis de la relance, écrire le tourisme de demain. De nouveaux modèles sont à inventer, de nouvelles destinations sont à valoriser, de nouvelles sécurités, notamment sanitaires, sont à pérenniser, de nouvelles consommations plus soucieuses de l'impact sur l'économie et l'emploi locaux comme sur l'environnement sont à adresser, de nouvelles formations de notre jeunesse dont le multilinguisme,
La maîtrise des nouvelles technologies de l'information, la qualité des services sont à mettre en place. De nouveaux financements, enfin, liés à des démarches zéro carbone rigoureuses, sont à inventer. Autre enjeu capital, celui de la vaccination. L'espace d'un instant, le chef du gouvernement s'arrête pour honorer l'international Didier Drogba pour sa contribution au tourisme ivoirien. C'est le 10 septembre 2019 que la Côte d'Ivoire a été désignée au nom des pays africains, pays hôtes de la célébration de cette 41e journée mondiale du tourisme.